Hey tout le monde et bienvenue sur Iron Lab. Alors, qu'est-ce qui nous attend au programme pour bien démarrer l'été? Eh bien, on commencera par démontrer que faire de la muscu, c'est peut-être la meilleure façon de devenir bon en sport. Surtout quand on commence jeune. On verra ensuite s'il est possible de maintenir son niveau en ne faisant que des exercices de base, ce qui est plutôt pratique pour gagner du temps, avant de compléter notre liste de courses pour la force. Enfin, on jettera un œil du côté d'Herbalife qui, visiblement, gagne pas mal d'argent en empoisonnant les gens. Un business plan original, rentable et qui, en plus, préserve des acheteurs mécontents. Je ne vous apprends rien, mais quand on fait de la muscu, on entend parfois des préjugés un peu faciles, comme le fameux « c'est pas du vrai muscle, c'est de la gonflette, mon tonton maçon il est plus fort, etc. 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 » Eh bien, avec cette première étude, je vais vous donner quelques pistes pour faire fermer des bouches en toute tranquillité, puisqu'il semblerait bel et bien que faire de la muscu améliore les capacités physiques générales. C'est pas un secret, plus on fera de sport étant petit, meilleur on sera en grandissant, puisqu'on développera ce qu'on appelle les habiletés motrices fondamentales, c'est-à-dire la capacité d'attraper un objet, de le jeter, de courir, ou même de sauter. Bref, on apprend à mieux utiliser notre corps et à devenir fonctionnel. Sachant tout ça, un groupe de chercheurs s'est demandé si faire de la muscu étant jeune pouvait vraiment améliorer les résultats dans d'autres sports, et pour ce faire, ils ont simplement décidé d'analyser la littérature scientifique déjà existante. Ils ont regroupé 33 ensembles de données concernant des enfants et des ados de 5 à 18 ans qui avaient suivi un entraînement proche de la muscu, ils ont tout recoupé, et ils ont remarqué que ces derniers étaient généralement meilleurs que les autres dans pas mal d'activités comme le sprint, le saut en hauteur et le saut en longueur. Bref, si on résume, ils se sont musclés, ils ont amélioré leur détente, et ils sont devenus plus athlétiques que les autres enfants. C'est complètement ouf! Oh my god! Lol, non, en fait c'était totalement évident, et la seule raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'aujourd'hui, en 2019, il y a encore plein de gens pour penser que la muscu, c'est juste une question d'esthétisme. Non. Après tout, un petit rappel des bases, c'est jamais mauvais. Avant de passer à la suite, j'ajouterai que si on se moque souvent de Thibaut pour l'âge de sa communauté, ce mec est en train de nous préparer une grosse génération de champions. Dans notre sport, on classe les différents exercices selon plusieurs critères, l'un d'entre eux, et pas des moindres, étant le nombre d'articulations mises en jeu. Tout l'intérêt de cette classification, c'est qu'un exercice polyarticulaire sera en théorie bien plus intéressant qu'un exercice monoarticulaire, puisqu'il mobilisera plus de muscles, tout en permettant de soulever plus lourd. Pas besoin d'avoir un doctorat en physique nucléaire pour le comprendre, on se fatiguera bien plus vite en faisant du squat que du leg extension. Quoique, ça dépend de l'exécution. Mais admettons qu'elle soit correcte, est-ce que ça continuerait de valoir le coup de faire de l'isolation ? Pour y répondre, un groupe de chercheurs a sélectionné 30 culturistes amateurs ayant déjà un certain niveau, ils les ont séparés en deux groupes selon le fait qu'ils soient naturels ou dopés, puis ils ont donné aux uns un programme uniquement composé d'exercices polyarticulaires, et aux autres un programme contenant des exos poly et mono. Après 8 semaines de protocole, il s'avère que les sportifs ayant bénéficié de l'isolation en plus des polys n'ont pas progressé plus vite que les autres. Leur tour de bras n'a pas bougé, les perfs sont restés sensiblement les mêmes, ce qui fera dire aux scientifiques que chez des sportifs déjà entraînés, l'isolation est une perte de temps. Cette étude est très intéressante dans le sens où avec le temps, beaucoup de personnes se demandent s'il est possible de réduire un petit peu le volume d'entraînement tout en conservant les acquis. Si on se contente de lire les résultats en diagonale et qu'on réfléchit comme un fan de TPMP, la réponse serait oui. Seulement, il y a un petit paramètre qui n'a pas été pris en compte par l'étude, à savoir la morpho-anatomie. C'est sûr que si on a les biceps et les triceps longs, c'est pas forcément la peine de faire du curl et des extensions. Par contre, si à l'inverse, on est un petit peu moins gâté par la génétique et qu'on galère à les recruter, c'est pas avec des tractions et du coucher qu'on va avoir des gros bras. Car très justement, le problème des exopolies, c'est ça. Ça permet de soulever lourd, de bosser plein de muscles à la fois, seulement en fonction de la longueur de nos segments osseux et de nos insertions, ça ne travaillera jamais pareil d'une personne à une autre. Ce qu'il faut donc retenir, c'est qu'il est effectivement possible de maintenir son niveau en réduisant un petit peu l'isolation, seulement il faudra voir ça au cas par cas, bien réfléchir et s'analyser avant. Si vous êtes un habitué d'Iron Lab, vous vous souvenez sans doute de cette fameuse étude japonaise selon laquelle manger des tomates permettrait de devenir plus fort. Eh bien cette fois-ci, histoire de varier les plaisirs tout en restant à peu près dans le même thème, ce sont des Chinois qui ont découvert que l'ail cru posséderait les mêmes propriétés. Pour des raisons qui à l'heure actuelle continuent de m'échapper, des chercheurs se sont en effet demandé s'il y avait un lien entre l'ail et la force. Ils ont donc fait appel à un grand nombre de personnes, leur ont fait remplir un questionnaire concernant leur consommation d'ail, puis ils ont testé leur force avec un dynamomètre à poignée. Résultat, il y aurait bel et bien un lien. Sinon je vous en aurais pas parlé. Voilà une raison supplémentaire pour ne pas s'en priver, d'autant que c'est déjà un excellent aliment santé, reste juste à vérifier si c'est vraiment l'ail qui augmente les performances, ou si c'est plutôt les produits qu'ils mettent dedans. Faudrait pas oublier qu'on est en Chine.
S'il y a bien un truc qui marchera toujours dans l'escroquerie, c'est les régimes minceurs. Il suffit de prendre une diète pauvre en glucides, riche en protéines, d'ajouter quelques capsules de suppléments pour faire beau, de mettre un joli nom, et après ça y est, on peut vendre le tout à 100 boules par mois à toutes les mamans du quartier. Simple, lucratif, et toute cette crédulité aurait presque pu être touchante si elle n'était pas dangereuse, comme l'a démontré la récente controverse liée à Herbalife. Il a en effet été rapporté qu'une nana de 24 ans aurait trouvé la mort dans des circonstances relativement louches. Obèse mais malgré tout en relative bonne santé, cette fille avait décidé d'améliorer son hygiène de vie et s'est mise à faire du sport tout en prenant des compléments Herbalife. Pas de chance, c'est pile à ce moment-là que sa santé va décliner vitesse grand V. Elle commence par perdre l'appétit, elle attrape la jaunisse, un prurit, puis quelques jours plus tard, direction les urgences avec une encéphalopathie hépatique de grade 3. Là, ça commence à être moche. On lui fait passer toute une batterie d'examens, on lui trouve d'autres joyeusetés type nécrose, et au bout du compte, les médecins n'arrivent malheureusement pas à la sauver. Son déclin ultra rapide alerte les autorités qui mènent l'enquête et les soupçons entourent rapidement Herbalife, dont elle prenait 3 suppléments depuis 2 mois. Le Fresh Energy Drink, la protéine en poudre personnalisée et le Formula One Shake Mix. Après une analyse très poussée des 10 suppléments, obtenus non seulement sur internet mais également au point de vente habituel de la victime, les laborantins ont découvert des taux élevés de métaux lourds, des traces de substances psychotropes à usage récréatif, à tous les coups c'est pour ça que ça se vend bien, ainsi que de multiples souches bactériennes dont certaines étaient hautement pathogènes. Ce n'est pas la première fois que la firme est accusée de faire ingérer n'importe quoi à ses clients, et depuis les années 2000, plusieurs dizaines de personnes ont eu de grosses complications hépatiques avec Herbalife, que ce soit en Espagne, en Suisse ou encore aux États-Unis. D'un autre côté, il y a des millions de personnes qui en consomment chaque jour sans jamais avoir de problème, donc loin de moi l'idée de généraliser, et il faut relativiser. Tout dépend des cas, et ici des suppléments choisis, certains sont probablement plus nocifs que d'autres, et c'est pas dit qu'ils aient le même effet sur 2 personnes différentes. Comme dirait Paracels, c'est la dose qui fait le poison, seulement dans certains cas on dispose d'un terrain propice à certaines pathologies sans même le savoir, et il suffit de pas grand chose pour se retrouver en PLS. Moralité, faites bien attention à la composition de vos suppléments si vous en prenez, et dans tous les cas vous pourrez totalement oublier ce que je viens de dire le jour où je serai sponsorisé, puisque vous pourrez tout m'acheter les yeux fermés. Juif. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que les quelques études présentées vous auront fait réfléchir, et qu'elles vous seront utiles d'une manière ou d'une autre. Si oui, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche, un petit partage serait aussi appréciable, et de mon côté, je retourne bosser sur le prochain Histoire musclée. D'ici là, entraînez-vous bien, prenez bien soin de vous, et je vous fais des bisous.